Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une acquisition exceptionnelle. J'en suis extrêmement fier. Il faut remonter, il va être l'heure. Tout à fait. C'est par là. Elle est magnifique. Oh, cette année, c'est Istris qui va gagner. C'est Honda qui va gagner le palio, votre honneur. Je te rappelle qu'on ne prononce un jugement qu'une fois qu'on a réuni toutes les preuves, Fernanda. Elles sont là? Allez-y maintenant! Et vite, Honda! La course va commencer, ils vont partir! Je t'avais dit qu'Istris gagnerait. Elle a eu de la chance. Sa favorite a enfin gagné. Ma fille va fêter ça toute la nuit. J'adore cet endroit. Et voilà, Branco. La fin de 10 années à veiller sur moi. 12, votre honneur. Vous êtes sûr? Certain. Tant que ça, 12 ans? Bon. Merci pour ces 12 ans. Et donnez-moi des nouvelles. Téléphonez-moi ou passez me voir à la ferme. Merci. Bonsoir. Vous n'êtes plus en service. La force de l'habitude, votre honneur. C'est ce qui sera le plus difficile dans cette histoire de retraite. Me débarrasser de mes vieilles habitudes. Prenez soin de vous. Restez tranquille, votre honneur. Je ne vous fais pas de mal. Je suis venu vous donner quelque chose. Regardez-le attentivement.
J'ai passé toute ma vie dans cette ville, travaillant pour vous, à la recherche de la vérité et de la justice. Et aujourd'hui, je vous quitte. On m'appelle à comparaître dans un autre monde. Le monde des retraités. C'est un monde dangereux et semé d'embûches. Vous y entrez seul, tous vos repères ont disparu, c'est l'inconnu. Et il faut rester à l'affût, au risque de sombrer dans le néant et de ne plus être qu'une coquille vide. Mais cela n'arrivera pas. Je suivrai les préceptes du grand poète russe Joseph Brodsky. J'essayerai de rester passionné. Je ferai tout pour combattre le détachement. Parce que j'ai compris que la passion était le seul remède contre l'ennui. Et que la poursuite passionnée de la vérité, l'évocation et la communication de la vérité sont le secret de la vie. Avoir conscience de cela est un bienfait que je vous dois, à vous et à notre travail ensemble. Je vous en remercie. Je porterai cela en moi jusqu'à la fin de mes jours. Merci à vous. Amène les enfants à la ferme un de ces jours. Juge, un pique-nique. félicitations. Très beau discours. Attends-moi. Félicitations. Merci. Allô? Magnifique. Merci infiniment. De la part de qui? Oui, un instant. Rosario? C'est pour vous. C'est votre docteur. Allô? Avez-vous regardé le film, votre honneur? Oui, j'ai été. Oui. J'étais inquiet. J'ai des choses à vous dire. Oui, Savez-vous où se trouvent les catacombes Sant'Anzalo? oui. Sur le côté, vous verrez une ouverture. Entrez et allez jusqu'à Santa Maria della Scala. Cette nuit, à 1h. Je vous attendrai. 1 heure? Oui, je ne sais pas si... Restez où vous êtes, votre honneur. Nous étions nombreux ce jour-là, rue Fanny. Et nous n'étions pas les seuls. Comment ça, nous? Et qui étaient les autres? Y a-t-il un moyen de prouver que ce film est authentique? Vous avez l'habitude de poser des questions. Mais je ne vous ai pas fait venir ici pour ça, monsieur le juge. Alors plus de questions. Je n'en poserai plus, c'est d'accord. Mais c'est un document incroyable. Incroyable et authentique. Quand je serai sûr de pouvoir vous faire confiance, je vous le prouverai. C'est un endroit lugubre, n'est-ce pas? Oui. La mort, tout autour de nous. Vous étiez rue Fanny. Et ce n'est pas une question. L'homme à l'arrière de la moto. Celui avec une arme automatique. C'est moi. Je me demande une chose. Pourquoi maintenant? Cette affaire remonte à 25 ans. Je savais que vous me plairiez. J'ai un cancer. Je n'en ai plus que pour 2 mois, peut-être moins. Je ne veux pas emporter ce fardeau dans la tombe. Il y a eu trop de mensonges, Rosario. Je peux vous appeler Rosario. Trop de mensonges. Vous vous en rendrez compte. Mais je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je ne suis... Ou plutôt, je n'étais qu'un petit juge d'instruction et je n'ai aucune ambition politique, alors... Ça fait des années maintenant que je vous observe.
Vous passez tous les jours devant mon magasin. Aldo Moro avait l'habitude de prendre des notes. Il avait rédigé un compte-rendu de ses réponses aux questions que lui ont posées les Brigades Rouges. Oui, j'ai lu tous les passages qui en avaient été publiés. Mais en définitive, personne n'a jamais vu le document complet. Moi, je l'ai vu. Je sais où il est. Le compte-rendu original écrit de la main d'Aldo Moro. Oui, mais... Je croyais que les Brigades Rouges avaient photocopié et fait paraître dans la presse l'essentiel. Non, pas les passages cruciaux. Pas ceux qu'il a écrits sur... Si j'étais certain que vous révéliez la vérité, je vous le donnerais, ce compte-rendu, Rosario. Si vous me connaissez, alors vous savez sûrement que j'ai pris ma retraite et que je n'ai plus rien à perdre, rien. Si je pouvais avoir la chance d'accomplir quelque chose de vraiment important dans ma vie, je n'hésiterais pas une seconde. Quel que soit le contenu de ce compte-rendu, je le prendrais et je le... Vous êtes toujours là ? Rosario, je savais que je vous trouverais ici et j'en suis ravie. Oui, je voulais... Oh. Oh, regarde, c'est Gabriella. N'est-elle pas superbe? Pasquini! Qui a mis cette enveloppe sur mon bureau? Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Est-ce qu'elle vous manque? Ça fait 25 ans qu'elle nous a quittés et je lui ai parlé tous les jours. Qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Faites voir. Rien, Fernanda, rien du tout. On vous a espionné? Venez, sortons. Non, c'est pas la peine, ce n'est rien. Venez, je vous dis. J'ai cru que vous alliez faire une attaque. Oui, moi aussi. Quelqu'un, je ne sais pas qui, a pris ces photos de moi et s'est débrouillé pour les mettre sur mon bureau sans que personne ne le voie faire. Pasquini était là, moi j'étais là. Où étiez-vous sur ces photos? Oh, Rosario, je vous en prie. J'allais rencontrer quelqu'un. La nature même de ce rendez-vous était inquiétante. Mais si c'est vrai, c'est encore plus. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir entre les mains une affaire de cette envergure. C'est ce que j'ai toujours voulu accomplir en faisant ce travail. Essayez d'être plus clair, Rosario. Je ne sais toujours pas de quoi vous parlez. Il existe un film. Un film de vous? Un film du massacre de la rue Fani. Moro? En Super 8. Ils ont filmé toute la scène de son enlèvement. Je pourrais le voir moi aussi.
Qui d'autre a vu ce film en dehors de nous? En 25 ans, peut-être des tas de gens. L'homme qui me l'a remis affirme être le passager de la moto, celui qu'on voit tirer. C'est un membre des Brigades Rouges? Je suppose, oui. Rosario, au téléphone, le médecin, c'était lui. Et moi qui m'inquiétais pour vous. Donc, les Brigades Rouges ont mon numéro de téléphone. Génial. Bon, il dit qu'il est des Brigades Rouges. Mais il ment peut-être. Avez-vous dit à quelqu'un que vous alliez à Santa Maria della Scala? Non, à personne. Eh bien, quelqu'un l'a su. Une personne qui était là et qui a pris ces photos. Laissez le compte-rendu de Moreau où il est, sinon on vous tue. Trouver ce compte-rendu ne me tuera pas. Au contraire, ça me donnera une raison de vivre. Bon, que comptez-vous faire? Je vais attendre, voir ce qui se passe. Vous n'allez pas remettre ce film au procureur de Rome? Que crois-tu qu'il en fera, Fernanda? Il l'enterrera. Mais il vous le donne à vous. Oui. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il pense que je suis intègre et que je ferai ce qui est juste. Est-ce que vous pouvez être naïf? Vous avez été juge de province toute votre vie. Laissez-moi vérifier 2 ou 3 choses. Recherchez les déclarations des témoins pendant le procès. Cette affaire peut s'avérer dangereuse. Ils sont tous sortis de prison aujourd'hui. Alors reste en dehors de ça. Toi, tu as un mari et 2 enfants. Je veux juste m'assurer qu'il ne vous arrivera rien. Branco est toujours votre garde du corps? Non, je suis à la retraite. Quand j'aurai fini mes recherches, dites-lui de venir à la ferme. À nous deux, nous serons peut-être capables de vous dire dans quoi vous mettez les pieds. Maman! Mais chérie, alors c'était comment l'école? Encore un. C'est pour toi. Oh, une surprise pour moi? Merci beaucoup. Vous savez quoi? Il y a aussi une surprise pour vous dans la cuisine. Le rouge est pour toi et le bleu est pour toi, Roberta. Allez voir, j'arrive tout de suite. Je crois que ça Il y a un problème, Rosario? Non. Mon patron a du mal à se faire à la retraite. Ne me regarde pas comme ça. Va plutôt voir ce qu'ils font dans la cuisine, tu veux? On a presque fini. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai besoin que vous me donniez votre avis. Il est un peu moins de 9 heures, le matin du jeudi 16 mars 1978. Un commando des Brigades Rouges vient de prendre position dans la rue Fani. Une Fiat 128 break avec une plaque d'immatriculation diplomatique est garée rue Stresa. C'est la voiture que conduit... Comment s'appelle-t-il déjà? Mario Moretti, le chef des brigades. À ce moment-là, la Fiat 130 d'Aldo Moro tourne à gauche dans la rue Triomphale et arrive rue Fani. L'Alfetta derrière lui, c'est sa voiture d'escorte. La moto Honda le double et avance vers l'intersection. C'est le signal de départ. On peut voir quelqu'un faire un signe à Moretti. Il fait marche arrière jusqu'au coin de la rue Fani et il attend à environ 30 mètres du panneau de stop. La voiture d'Aldo Moro passe devant un kiosque à journaux qui est à 100 mètres du stop. Moretti les voit arriver, il avance lentement jusqu'à l'intersection. Ici, vous voyez la voiture de Moro dont le chauffeur ralentit et s'arrête derrière la Fiat 128. Une petite seconde. Arrêtez, s'il vous plaît. Il est écrit ici qu'au panneau de stop, Moretti a écrasé la pédale de frein et que la voiture a pilé net, forçant la voiture du président à l'emboutir. La voiture du président a été à son tour emboutie par sa propre voiture d'escorte. C'est ce que Moretti a déclaré devant le juge. Morucci aussi. Moretti a dit qu'il a dû serrer le frein à main parce que le chauffeur de Moro le poussait pour essayer de dégager par la droite. Morucci a déclaré que la Fiat 130 avait percuté à plusieurs reprises l'arrière de la Fiat 128. Mais c'est faux. Regardez, il y a 20 bons centimètres entre les deux véhicules. Pas une rayure, pas une trace de choc, pas de trace de pneu. Elle est simplement arrêtée. Ce qui est normal, puisque c'est un stop. Sa voiture s'est arrêtée là des centaines de fois. S'ils avaient percuté l'autre voiture, les gardes du corps de Moro ne seraient-ils pas descendus tout de suite? Toutes armes dehors? Moro avait une escorte de 5 hommes. Mais ils n'ont pas eu le temps de réagir. Attendez. Regardez le film encore une fois, regardez bien. La voiture de Moro ralentit et s'arrête. Le voilà. Regardez cet homme en uniforme. Il est en train de descendre la rue Fani, tranquillement, à la même allure que les véhicules.
Et au panneau de stop, quand la voiture arrive, il se retrouve à côté de Maresciallo Leonardi, le garde de Moreau, ce qui est une position dangereuse. C'était donc le premier homme qu'il fallait tuer. Regardez, il tire, et puis il s'éloigne. Regardez encore. Il tire, et puis il s'éloigne. Il sort son arme et le vise et l'abat de plusieurs balles avant qu'il n'ait eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Ouais, il n'avait aucune chance. La voiture n'est même pas totalement arrêtée. Le tueur de Leonardi s'éloigne juste après avoir fait feu. Et là, 4 hommes, l'arme à la main, surgissent de derrière la haie près du café. Le chauffeur de l'Alfetta est tué sur le coup. C'est pourquoi sa voiture emboutit celle de Moreau. D'après les rapports de police, 93 balles ont été tirées par 7 armes différentes. 2 de ces balles ont été tirées par le garde de la police présidentielle, Iozzino. 91 de ces coups ont été tirés par les membres des Brigades Rouges. 49 par une seule arme. 49 balles en 20 secondes. À mon avis, cela doit battre tous les records. Non, c'est une performance moyenne pour des armes automatiques. C'est vrai? Oui, votre honneur. Bon. Parlons un peu du tireur. Les jambes écartées, les bras vers l'avant, il tirait par rafales très courtes. À 8h55 du matin, Pietro Lally se trouve rue Fanny et il voit très clairement les tireurs en action. Sì, stava con le spalle rivolte al bar Olivetti e quindi dava la sinistra alla mia visuale. Sparava con un'arma automatica. Come fa a sapere che è un'arma automatica? Io ho una certa conoscenza nel settore delle armi. L'ho visto sparare 2 raffiche complete. La prima era un po' più corta, a distanza ravvicinata, contro una Fiat 130B. Sì, il cappello gli è caduto. E quello che mi ha colpito è stata l'estrema padronanza dello sparatore. Alla fine della sparatoria, la donna ha fatto un gesto così, come per dire tutto ok. Alessandro Marini, du génie civil. Il est arrivé rue Fanny quelques secondes avant l'attaque. Da una 128 sono scesi in 2, l'autista e quello che gli stava di fianco. Da questa 128? Sì, mi sembra di sì. Io poi non ho visto bene perché ero dall'altra parte dell'angolo qui. Non opponeva resistenza. Anzi, quando l'hanno messo in macchina mi sembrava in uno stato di abbandono, di abulia. Ma secondo lei l'uomo era ferito? No, non mi sembrava ferito. È a questo punto che l'ho riconosciuto. Lei ha riconosciuto la persona che stavano trascinando? Sì, era l'onorevole Aldo Moro. A un certo punto quello seduto dietro la moto Honda si è sporto in furia e ha guardato nella mia direzione. Era un giovane magro, col viso lungo, le guance scavate. Sembrava Edoardo De Filippo, l'attore. Il y a un troisième témoin qui assistait à la scène. Luca Moschini, en première année d'école de médecine. Il venait de la rue della Cameluccia, au volant de sa Fiat 500. Il est entré dans la rue Stressa, quelques minutes avant le début de l'attaque. No, ma la moto l'ho vista benissimo. Vicino c'erano 2 uomini in divisa, fermi sul marciapiede. Uno di loro era di corporatura media. Un peu plus tard, en pleine fusillade, une autre Fiat 500 arrive de l'autre côté de l'intersection. À son bord, un officier de la première brigade de police romaine, Giovanni Intrevado. Il voit 2 hommes qui en emmènent un autre de force dans une Fiat 132.
moment de l'attaque, le président a 5 sacs qu'il transporte avec lui. Le premier contient des documents top secrets. Le second contient ses médicaments et des effets personnels. Les derniers ne contiennent que des coupures de journaux et des essais écrits par ses étudiants. Les 3 sacs les moins importants sont laissés sur place. Ils emportent les 2 autres qui ne seront jamais retrouvés. Donc, voici mes questions. Premièrement, comment ont fait les Brigades Rouges pour savoir quoi prendre alors qu'ils n'ont pas eu le temps de vérifier? Deuxièmement, pourquoi un enlèvement aussi spectaculaire? Tout le monde savait que le président se promenait tous les matins au stade des Marmilles en compagnie de Maresciallo Leonardi. Rien que tous les deux. Un enlèvement dans un endroit aussi isolé aurait été plus facile à réaliser et moins coûteux en vie humaine. Troisièmement, comment ont fait les Brigades Rouges pour savoir avec autant de certitude que la voiture du président passerait par la rue Fanny ce matin-là? Ils le savaient, parce que la nuit d'avant, ils sont allés rue Brunetti, qui n'est pourtant pas tout près de la rue Fanny. Et ils ont crevé les pneus d'une camionnette. Pourquoi? Parce que son propriétaire était un fleuriste qui se garait entre la rue Fanny et la rue Stressa tous les matins. Si cet homme s'était garé là le matin de l'attaque, ça leur aurait rendu la tâche impossible. Quatrièmement, pourquoi ont-ils exécuté les hommes dans la voiture d'escorte? Ils auraient pu. Il doit y avoir une autre explication au fait que personne n'ait survécu. Et pourquoi les membres des brigades impliquées dans la fusillade portaient-ils des uniformes de pilotes de ligne? La tenue complète, couvre-chef compris. Pourquoi? Quand on porte un uniforme, on est plus facilement identifiable. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Et lorsque l'on porte un uniforme, on devient facile à repérer quand on est en fuite. Alors pourquoi les porter? Je pense que c'est parce que les terroristes ne se connaissaient pas entre eux. Donc, les uniformes les empêchaient de se tirer les uns sur les autres. Question, comment se fait-il qu'ils ne se connaissaient pas entre eux? Bravo, Fernanda. Bravo. Alors, Branco, pourquoi? Ils faisaient tous partie des Brigades Rouges. Ils étaient censés se connaître. Peut-être que dans le feu de l'action, un uniforme donne un signe de reconnaissance plus facile à voir. Les soldats portent des uniformes sur le terrain. Non, je crois que Fernanda a raison. Je doute fort qu'ils se connaissaient. Nous savons que l'homme qui a tiré les 49 coups de feu est arrivé rue Fanny avec Moretti. Il est sorti de la 128 et il a traversé la rue pour rejoindre le reste de l'équipe devant le café Olivetti. Mais qui est cet homme? Il a tiré presque la moitié des coups de feu. Il était calme et on ne l'a jamais capturé. Mais qui est-ce? C'est sûrement un professionnel venu prêter main forte. Ces gens-là arrivent, ils font leur boulot, ils partent pour recommencer ailleurs. Ils l'ont engagé. Parce qu'il leur fallait un homme qui soit réellement fiable, pour être certain que Moreau s'en sortirait vivant. C'est donc la raison des uniformes. Ils ne les connaissaient pas plus que eux ne le connaissaient. Ça devait être effrayant pour eux. Oui. C'est très effrayant. Il y a une chose que vous n'avez pas remarquée. Cet homme, avec son par-dessus, un vrai déluge de balles s'abat tout autour. Et lui, il ne bouge pas. Il se contente de regarder. Je peux savoir à quoi on joue? On n'est jamais trop prudent, votre honneur. Allons-y.
j'ai pas envie de rater mon métro. Nous avons scanné le film en haute résolution, ce qui veut dire que nous pouvons maintenant nous déplacer à l'intérieur de l'image. Voilà. Est-ce qu'on peut l'arrêter là? Oui. Il faudrait l'agrandir. Agrandissez encore. Encore un peu? Non, on a atteint la limite. Vous pouvez faire la mise au point? Je vais essayer, attendez. Excellent. Vous êtes sûr de ce que vous avez vu? L'homme en par-dessus est Camillo Guglielmi, ministre de l'Intérieur et colonel dans les services secrets italiens. Il travaillait clandestinement pour le groupe Gladio. Ceux qu'on appelait l'arrière-garde. Tous les politiciens de droite qui soutenaient clandestinement des camps militaires en cas d'une victoire du Parti communiste. Exactement. Qu'est-ce qu'un homme comme lui faisait rue Fanny? À bien y réfléchir, est-il possible qu'un membre des services Attendez, secrets... ne touchez à rien. Quelqu'un a ouvert la voiture. J'ai mis ceci dans la rainure de la portière tout à l'heure. Quelqu'un a dû la forcer. Je vois une lumière à travers le feuillage des arbres. Ce ne sont pas des étoiles, monsieur. Des seins? Non, je n'ai pas peur. Des seins, des seins. Qu'est-ce que tu fais? Attendez, je veux encore regarder. Devant moi, je vois l'horizon. Il m'a demandé. À droite, je vois des hommes en armes s'avancer vers notre village. C'est dangereux. Reste pas là. Descends. À droite, les armées progressent. Vérifiez les actes de propriété du 96 rue Gradol. À gauche, je nous vois tous ensemble, enfin libres. Il est doué, non? Oui. Tu as été superbe. Génial. Tu sais, j'ai eu la femme. Sa maman est très fière de toi. Tu te souviens de Branco? Bonjour, mademoiselle. Oui, papa, je peux avoir ta montre? Je peux avoir ta montre, hein? Il va falloir qu'on refasse un trou pour ton petit poignet de crevettes. Ça a de l'allure, non? Alors, les nonnes vous passent des messages? Qu'est-ce que t'en dis? Quelle est belle. J'ai adoré le moment où tu es dans l'arbre à la fin. Moi aussi, c'est le moment que je préfère. Tu veux être acteur quand tu seras grand? Oh oui, j'aimerais bien. Et toi, ma chérie? Cet homme est venu vous voir ici, à l'école de mes enfants. D'abord mon téléphone, ensuite mes gosses. Allez, les enfants. Vous ne trouvez pas que ça commence à faire beaucoup? Allez. Et maman, elle vient pas? Il aurait pu m'appeler. Il a mon numéro, après tout. Il a promis de vous guider jusqu'au compte-rendu. C'est lui qui mène le jeu. Oui, mais c'est impardonnable. Je suis désolé. Au revoir, Francesco. Au revoir, les enfants. Et soyez sages. Au revoir, Fernanda. Non, on n'en a pas fini. On y va? J'arrive. Écoutez, il veut qu'on vérifie les actes notariés de la rue Gradoli? Soit. Mais dites-lui Restez que tranquilles, s'il les veut que enfants. cela soit fait avant qu'il meure, alors ma famille reste en dehors de tout ça. Voilà, j'ai trouvé le dossier.
Franco. Bonjour. Rosario. Oui. Vous allez avoir du mal à croire ce que je vais vous dire. Venez. Une seconde. Vous êtes prêts? Oui. Pendant les 55 jours qu'a duré la captivité d'Aldo Moro, les Brigades Rouges ont établi leur quartier général au 96 rue Gradoli. L'immeuble comprenait 66 appartements. 24 d'entre eux appartenaient au service secret. Donc, sur le million de logements que comptait la ville de Rome en 78, Moretti a choisi d'établir son QG dans un appartement entouré d'agents des services secrets du ministère de l'Intérieur. Ces 3 compagnies appartenaient au service secret? Oui. Et il y a encore une chose. Pendant sa détention au 89 rue Gradoli, c'est-à-dire juste en face de leur quartier général, habitait un certain Arcangelo Montani, un sous-officier de la gendarmerie italienne qui était également un agent de la police secrète. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de Porto San Giorgio, la ville dont est originaire Moretti. Les 2 hommes étaient ensemble dans la même école. Vous vous rendez compte? Le jour même de l'enlèvement d'Aldo Moro, Francesco Cossiga, qui était alors le ministre de l'Intérieur, avait déjà réuni 3, pas 1, ni 2, mais 3 différents comités pour gérer cette crise. Rien ne s'est jamais passé aussi vite en Italie. Et pourquoi? P2. P2, 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 P2. La loge maçonnique, dans le secret le plus total. Ils sont là pour tenir à l'œil Aldo Moro et les communistes et rendre compte de la façon dont leurs actions pourraient affecter l'OTAN. Presque tous les membres de ces 3 cellules de crise sont membres de la loge P2. Steven Pijenik est le superviseur général de ces 3 comités. Il est américain, figurez-vous. Il était à la tête de la cellule antiterroriste au ministère américain des Affaires étrangères. Et son travail, et même sa présence ici, était tellement confidentiel que personne, pas même l'ambassade américaine, ne savait qu'il était là. Aucun compte-rendu, aucun document, aucune note manuscrite sur le travail accompli par ces 3 comités n'a jamais été retrouvé au ministère de l'Intérieur. Rien du tout. Ces mensonges, toutes ces manipulations. Et ça ne s'arrête pas là. L'horreur va encore plus loin. Le 18 avril 78, Aldo Moro était déjà prisonnier des Brigades Rouges depuis 33 jours, pendant lesquels ils avaient délivré pas moins de 6 communiqués. Le 18 avril, les journaux publient le communiqué numéro 7, où il est dit qu'Aldo Moro avait saisi l'occasion donnée par les Brigades Rouges de mettre lui-même fin à ses jours, et qu'on pourrait retrouver son cadavre au fond du lac della Duchessa. À l'heure exacte où ce communiqué est envoyé, cette femme ici, qui vit dans l'appartement en dessous du quartier général, se réveille le matin et voit de l'eau couler de son plafond. Alors cette femme appelle le gardien, qui appelle les pompiers, et là, ils découvrent leur repère. Regardez un peu ces photos. Quel terroriste digne de ce nom laisserait tout son arsenal dans un seul lieu? Regardez! Il y a une autre chose étonnante. Personne n'a essayé d'identifier les empreintes digitales laissées un peu partout. Pourquoi une simple procédure, qu'on applique en général dans tous les cas de cambriolage, ne l'a pas été cette fois-ci? Parce que c'était faux. Toute cette histoire a été truquée. La fuite a été délibérément provoquée. Ils avaient placé la douche robinet grands ouverts directement sur le mur. On sait qui est derrière tout ça? Oui, Tony Ciccarelli, un faussaire très connu. Une vie passée à fabriquer du mensonge. C'est lui qui a rédigé le fameux communiqué numéro 7. Mais au tribunal, il n'a pas voulu avouer pour le compte de qui. Alors, pour qui l'a-t-il écrit? Le groupe Gladio? Les services secrets? Le 14 avril 1979, soit un peu plus d'1 an après le massacre, arrivent 3 touristes américains. Ils sont dans un taxi et ils trouvent un porte-document à l'arrière. Excusez-moi, il est à vous ce sac? Alors, comme de bons citoyens, ils le ramènent à la gendarmerie locale. Ils le donnent à un colonel qui est également un membre de la loge P2. Et ensuite, ils disparaissent sans laisser de traces. On n'entendra plus jamais parler d'eux. Nul ne sait où ils sont, ni d'où ils venaient. Je vais vous lire une liste de ce qui se trouvait dans ce porte-document. Alors, il y avait un pistolet dont le numéro d'enregistrement a été effacé. 11 balles de calibre 7,65 et une balle d'un calibre plus important.
Il y avait 11 balles comme celles qui ont tué Moreau? Vous avez votre idée. Une marguerite de machine à écrire. Elle avait encore toutes ses lettres. C'est cette boule qui imprime les lettres sur les machines à écrire électriques. La police de caractère de cette marguerite était Light Italia numéro 12. Tous les communiqués des Brigades Rouges étaient tapés sur le même modèle de machine à écrire électrique, dont la police était Light Italia numéro 12. Ceci, un paquet de mouchoirs en papier, de la même marque et de la même couleur que ceux utilisés pour absorber le sang qui s'échappait des blessures du président Moreau. Et il y avait aussi un texte de 4 pages écrit à la machine. Tenez. L'une d'elles détaille le plan pour assassiner Mino comment déjà? Pecorelli, un journaliste. Rédacteur en chef d'un hebdomadaire appelé L'Observateur politique, célèbre pour ses sources proches du pouvoir. Une personne des services secrets lui avait communiqué une information explosive. Ceci est une copie des 4 pages retrouvées dans le porte-document. Il est dit que Pecorelli devait être, je cite, éliminé. Facilement contrôlable, mais hautement suspicieux. Précaution maximale. Conduit généralement une Citroën CX verte immatriculée à Rome. RO 8195. Fin de citation. À en croire ce dossier, il le filait depuis des jours. Ils avaient même fixé une date pour le tuer. Le mardi 6 mars 79. Mais ce jour-là, Pecorelli a pris part à une réunion ultra secrète qui s'est tenue place des 5 Lunes. Ils l'ont attendu. Ils l'ont attendu toute la soirée pour le tuer. Je cite, « En raison d'une visite prolongée rendue à un haut gradé de la gendarmerie place des 5 Lunes, l'opération a été reportée à une date ultérieure. L'élimination devra avoir lieu au plus tard le 24. Lui laisser davantage de temps pourrait être problématique. » Fin de citation. Pourquoi? Pourquoi se presse-t-il? Quelle est l'urgence à tuer Pecorelli? 2 semaines plus tard, à 21h35, les revoilà. Pecorelli sort de son bureau situé rue Orazio. Il se dirige vers sa voiture. Mardi 20 mars, 21h40. Élimination accomplie avec succès. Les notes ont été retrouvées. Malheureusement incomplètes. Paragraphes 162, 168, 174, 177 manquants. Fin de citation. Ce sont les paragraphes qui font référence à l'OTAN. Que sommes-nous censés croire dans tout ceci? Que Pecorelli avait la transcription de l'interrogatoire d'Aldo Moro? Et qu'ils l'ont tué pour le récupérer? Il a assisté à une réunion importante, place des 5 Lunes, avec un officier haut gradé de la gendarmerie qui était aussi un ami à lui, Antonio Varisco. Antonio Varisco travaillait également pour le compte des services secrets. Et il est possible qu'il ait servi à Pecorelli d'informateur. Quand Pecorelli a été tué, Antonio Varisco a démissionné de la gendarmerie pour enquêter sur son meurtre. Il a donc dû renoncer à son garde du corps. Après quelques mois d'enquête, il a confié à un ami à lui qu'il se sentait sur le point de faire une découverte qui provoquerait énormément de remous. Le matin du 13 juillet 1979, le colonel Varisco est au volant de sa BMW le long du Lungo Tenere. Ça ne s'arrête pas là. Le 24 mars 1984, un cambriolage a lieu rue Aurelia, dans la banlieue de Rome. Un entrepôt de la Bring se fait braquer. Les voleurs se sont enfuis avec 35 milliards de lire. Ça fait quoi? 18 millions d'euros?
Regardez, ça ne manque pas d'intérêt. Ils ont laissé ça sur les lieux. Une bombe fumigène. Comme celle utilisée dans le meurtre de Varisco. Ecco, guardi, ha preso qui. 7 chaînes métalliques. 7 clés. Ainsi que 7 balles de calibre 7,62 comme celle utilisée par les soldats de l'OTAN. C'est drôle. Toujours le chiffre 7. Le lac de Kessa, le communiqué numéro 7. 6 mois plus tard, le 28 septembre, un homme muni d'un silencieux exécute Tony Ciccarelli. On mène une enquête qui révèle que Ciccarelli était le chef du petit groupe qui a braqué l'entrepôt rue Aurélia. C'est lui, l'auteur du communiqué numéro 7, et c'est aussi lui, le propriétaire du porte-documents trouvé par les touristes américains. Alors, je dirais que ce vol n'est pas un coup au hasard. C'est un salaire. On l'a laissé braquer l'entrepôt pour le récompenser de son travail. Et je pense que ses employeurs, en l'occurrence, c'étaient les services secrets. Il a fait du bon travail pour eux. Da questa parte. Si sieda lì, Presidente. Ecco, stia fermo, non si muova. Allô, oui? Il faut de la patience pour construire un bateau dans une bouteille, votre honneur. Il faut être méthodique. La patience et la méthode. Deux vertus dont vous ne semblez pas manquer. Où étiez-vous passé? Il faut que je vous voie. À chaque fois que je résous un mystère, il y en a un autre derrière. C'est un travail très difficile. Vous êtes au téléphone. Ne soyez pas si naïf. On ne parle pas au téléphone. Branco ne vous a pas dit ça. Mais... Il y a un mot sous votre porte. Mémorisez-le et détruisez-le. Mais... Rendez-vous demain à 18h. Venez me voir au Dôme, 3e confessionnal, nef de gauche. Ne dites rien à Fernanda ni à Branco. À 18h, demain au Dôme, 3e confessionnal, nef de gauche. Rendez-vous demain à 18h au Dôme. Ah non, j'ai oublié de lui parler des photographies. Rendez-vous à 18h. Demain au Dôme. 3e confessionnal. Nef de gauche. C'est vous? Oui. Bon, j'ai tellement de questions à vous poser. Le juge est un homme. L'homme est mortel. Le juge est mortel. Vous savez ce que c'est? C'est un syllogisme. Exact. En voici un autre. La rue Gradoli n'est pas un quartier général comme les autres. Moretti a établi son quartier général, rue Gradoli. Moretti n'est pas un terroriste comme les autres. En quoi est-il différent? Le temps vient à manquer. Maintenant, nous devons nous dépêcher de finir ce travail.
ma tumeur progresse infiniment plus vite que votre enquête. Je suis pourtant très fier de ce que nous avons fait. Je voulais Trêve de bavardage. Allez voir derrière l'hôtel. Il y a une stalle en bois. Le siège numéro 16. Le siège numéro 13 ? Numéro 16. Pardonnez-moi si la symbolique de ce chiffre est un peu appuyée. Mais après tout, je ne suis pas le seul à apprécier cette symbolique, n'est-ce pas? Comme vous avez dû le remarquer, cette affaire est un mystère traversé de signes étranges. Ne faites pas ça, Rosario. Ce serait trop bête. Surtout maintenant. Allez jusqu'à la stalle. Vous êtes là? Oui, mon fils. Vous savez qui a pris les photos de moi à Santa Maria della Scala? Quoi? De quoi parlez-vous? Oh. Excusez-moi, mon père. Brigade rouge. Mot de passe refusé. Aldo Moro. Refusé. Il a disparu? Comment ça, il a disparu? Je n'arrive pas à le retrouver. Je lui ai dit de rester en dehors de cette histoire. Et vous devriez éviter de vous en mêler aussi. Abandonnez l'enquête. C'est beaucoup trop dangereux. Vous deviez le protéger, justement. Oh, zut. J'y vais, on m'attend. Bonjour, monsieur. Êtes-vous entité? Pas tout à fait, non. Mais vous n'êtes pas loin. Bonjour, je m'appelle Rosario. Non. Pas de nom, votre honneur. Attendez-moi. Je descends tout de suite. Il y a 10 ans, je n'aurais pas osé souffler le moindre mot de ce que je m'apprête à vous raconter. Mais si vous êtes là, c'est que le temps doit être venu. En fin de compte, c'est le temps, et uniquement le temps qui détermine le verdict de l'histoire. Vous ne croyez pas, votre honneur? Si vous voulez dire que la vérité finit toujours par se révéler au fil du temps, je ne crois pas, non. En tout cas, pas toujours. Vous jetez des coups d'œil inquiets.
Je vous rassure, votre honneur, vous n'êtes pas suivi. Et Hyperion? Hyperion était une école de langue. C'est la version officielle. Tous les membres de ma communauté l'appelaient la compagnie. La compagnie était comme une sorte de régie pour les groupes de militants marxistes de toute l'Europe. Le TA, l'IRA, l'OLP et évidemment les Brigades Rouges. Elle fournissait des logements, des papiers, de l'argent. Vous savez, le vrai moteur de la société n'est ni la politique, ni l'art, ni la religion non plus. Ce qui fait avancer la société, c'est le goût du pouvoir. La compagnie, c'est donc des Français radicaux qui l'ont créée. C'est bien ça. La compagnie était l'antenne la plus importante de la CIA en Europe. Son rôle était d'infiltrer et de coopter ces groupes terroristes. Cela avait commencé longtemps avant la création des Brigades Rouges, vous savez. Surpris, votre honneur? Non, scandalisé. Je trouve ahurissant que l'influence américaine ait été à ce point omniprésente dans des pays qui sont soi-disant souverains. Oh, mais ces accords n'entraient pas dans la politique officielle. Ils étaient passés dans des mansardes ou des boudoirs, des endroits confortables et discrets où tout le monde se connaît. Oui, ça je m'en doute. C'est immoral. Si je comprends bien, je dois partir du principe que la CIA a participé d'une manière ou d'une autre à l'enlèvement d'Aldo Moro. Le vrai responsable, c'est Yalta. Yalta? Essayez de vous replacer 25 ans en arrière. En 78, l'Italie avait le plus puissant parti communiste d'Europe, lequel allait prendre, grâce à Aldo Moro, un rôle encore plus déterminant. Une participation directe à la politique italienne, cela aurait faussé l'équilibre des influences. Hyperion a permis d'annuler ce risque. Annuler? Annuler? Mon Dieu. Êtes-vous autorisé à me révéler comment Hyperion a procédé? Nous avons ouvert 2 bureaux, l'un à Rome, l'autre à Milan. Il faut savoir que les 2 bâtiments où ils avaient été installés étaient occupés par des compagnies servant d'écran aux services secrets. Italien? Ces bureaux ont été fermés simultanément tout de suite après qu'Aldo Moro ait été tué. Est-ce que par hasard vous sauriez si à un moment quelconque Mario Moretti s'est rendu compte que la CIA avait infiltré ses Brigades Rouges? On m'avait prévenu que vous étiez naïf, mon cher, mais si on considère les choses objectivement, Ruffani, Rugradoli, Hyperion, partout où se trouve Moretti, les services secrets sont présents. Exact. C'est un fait, oui. Il venait souvent à Paris. Et je serais étonné qu'il y ait fait du tourisme. Non, Mario Moretti était tout sauf un touriste. Bien. Je ne suis pas mécontent. Bon après-midi, votre honneur. Oh, j'ai failli oublier, je vous ai apporté un souvenir. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous tuer. Je n'ai jamais tué personne. Vous cherchez la vérité? La voici. Oh, Bretin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Où étais-tu? Quoi? Ça fait 2 jours que je te cherche partout.
Branco et Fernanda étaient morts d'inquiétude. Je suis désolé. Joyeux anniversaire. Oh, tu es un amour, ma chérie. Et une fille très attentionnée. Merci. Oh mon Dieu, c'est magnifique, Ombretta. Mais nous n'avions pas les moyens de nous offrir une telle œuvre d'art. Rassure-toi, j'ai fait une affaire. Ne t'approche pas, Ombretta. Oh non! C'est l'antiquaire! Vous êtes revenu? Il faut que je te parle. Sors une minute, c'est important. Yes, Fernanda? C'est Rosario. J'ai oublié quelque chose. Je reviens tout de suite. On va descendre. Alors, où étiez-vous passé? Je suis Il allé... est allé à Milan. Je vous expliquerai. L'antiquaire, celui en face de mon appartement, il vient de mourir renversé par une voiture qui a pris la fuite. C'était lui, mon contact. C'est pas vrai. On s'est vu la semaine dernière, mais j'ai gâché ma seule chance d'en apprendre plus sur ces photos. Ça s'est passé tellement vite, et maintenant cet accident... Ce n'était pas un accident. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Son revolver, il était par terre. C'est un Taurus 38 spécial, l'un des préférés des professionnels. Quant au holster que l'antiquaire cachait sous sa veste, c'est une marque américaine. Il est fait de telle sorte que pour sortir son arme, on doit placer la main en dessous et faire 2 mouvements très précis, l'un après l'autre. 1, 2, comme ça. Vous voyez? Si l'on s'y prend autrement, il ne sort pas. On peut tirer dessus de toutes ses forces, il ne bougera pas. Alors il l'a peut-être sorti quand il a compris ce qui se passait, ou bien ils l'ont jeté près du corps. C'est une mise en garde. Oui. Un avertissement. Et voilà, c'est fini. Adieu le compte-rendu. Votre honneur, est-ce qu'avant de mourir, avant de se faire tuer, l'antiquaire vous a donné quelque chose? Une adresse? Une piste? Non. Rien du tout. Ne m'a rien donné, Branco. Rien de rien. Bon, faut que je rentre. Fernanda, je ne me suis jamais mêlé de ton travail et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais il y a des limites à tout. Je suis vraiment désolée. Je suis fatiguée. On peut en reparler demain. Écoute... Non. Il faut qu'on en parle maintenant. J'en ai assez, chérie. Ça va faire plus d'1 mois que tu es absente. Tu as toujours l'air ailleurs. Je t'assure, tu donnes l'impression de ne plus faire partie de la famille, Fernanda. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, c'est une enquête éprouvante. Ah non, s'il te plaît, ne me traite pas comme un imbécile. Je ne sais pas sur quoi Saracini peut bien te faire travailler. Tout ce que je veux savoir, il y a une seule chose que je veux savoir. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te mettre en danger? Peut-être. Un peu. C'est possible. Il se trouve que nous avons... Enfin, Saracini a...
à une source qui lui a apporté un document. Francesco, jure-moi que ce que je vais te dire restera entre nous. L'informateur de Saracini était là. Il était présent rue Fanny quand Aldo Moro a été enlevé. Il sait où se trouve le compte-rendu de son interrogatoire. Il a les transcriptions originales. C'est un des... C'était un des terroristes. Attends. Ça veut dire quoi, au juste? C'était un des terroristes. Il y a eu un accident de voiture. C'est ce qu'ils sont venus me dire. Non, chérie, je t'en prie, non. C'est dangereux. Fernanda... Francesco, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi. Toutes les personnes qui ont eu l'imprudence de s'approcher de ces documents sont mortes. On les a assassinées. Saracini vit seul. Tout ceci n'engage que lui, mais... Toi, tu as des enfants. Tu as un mari, pour l'amour du ciel. On est tous là. Tu n'as pas le droit. Je suis magistrate. J'ai le devoir de mener... Non. C'est à ton mari que tu parles. Tu te crois au tribunal ou quoi? D'accord, tu as raison. Ne crie pas. Ne réveille pas les enfants. Tu vas les effrayer. J'ai besoin que tu me comprennes, Francesco. Nous sommes si près de la vérité. La vérité. Mais qu'est-ce que tu cherches dans toute cette histoire? Tu veux devenir la rédemptrice de l'Italie? Tu es prétentieuse, tu es ridicule. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Tout ce que tu as fait, c'est seulement pour ta foutue carrière. Et le pire, c'est que tu refuses de l'admettre. Tu risques la vie de ta famille. Je veux plus parler avec toi. Tu m'entends? Mia dolcissima Noretta, credo di essere giunto all'estremo delle mie possibilità e di essere sul punto, salvo un miracolo, di chiudere questa mia esperienza umana. Ho tentato di tutto e ora sia fatta la volontà di Dio. Credo di tornare a voi in un'altra forma. Ci rivedremo, ci ritroveremo, ci riameremo. A te devo dire grazie, infinite grazie per tutto l'amore che mi hai dato. Ricordati che sei stata la cosa più importante della mia vita. Bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani. Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Ti abbraccio forte. Aldo. È il professor Franco Dritta? E chi parla? È il dottor Nicolai. Chi Nicolai? È lei, professor Franco Dritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Va bene. Ha capito? Sì. Adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, se può ripetere per cortesia. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Donc, nous en sommes arrivés à la mort d'Aldo Moro. Son corps a été retrouvé dans le coffre d'une Renault 4, rue Caetani, à 13h30.
Les Brigades Rouges ont déclaré qu'il avait été tué dans l'une de leurs bases, rue Montalcini. Et qu'ensuite, ils l'avaient transporté jusqu'à la rue Caetani. Mais pourquoi devrait-on les croire? Ils ont tiré une brève rafale d'une mitraillette de modèle Scorpion qui lui a perforé les poumons. Les Brigades Rouges ont pensé qu'il était mort. Mais les tirs ont manqué le cœur. Le corps bougeait encore. Alors ils l'ont achevé. De 2 tirs de Walter PKP. 9 mm. Ils ont déclaré qu'il était mort entre 6h et 6h30. Mais c'est encore un mensonge. Et en plus de tout cela, ils déclarent qu'ils sont allés de la rue Montalcini à la rue Caetani dans cette voiture, soit 12 km. Rome était bouclée, les rues grouillaient de policiers. Et ils ont dit avoir parcouru cette distance avec un cadavre dans le coffre d'une voiture volée. J'ai retrouvé les analyses du médecin légiste. Immédiatement après que le corps a été retrouvé, ils ont établi qu'il n'avait pas changé de position après avoir été touché par 2 balles de 9 mm. Donc, l'exécution a dû avoir lieu quelque part à proximité de la rue Caetani. Parce que le corps n'aurait jamais pu rester dans la même position après avoir fait 12 km dans le trafic urbain. L'autopsie a confirmé que les points d'entrée des balles se situaient sur le côté gauche du corps. Les coups de feu ont donc été tirés de l'intérieur de la voiture, pas de l'extérieur. La banquette arrière d'une Renault 4 donne directement sur le coffre. On a retrouvé des douilles sur le plancher de la voiture. Je ne crois pas qu'il ait été tué rue Montalcini. Je ne crois même pas qu'il y soit allé. Je sais que les Brigades Rouges ont déclaré qu'il y avait détenu 55 jours. Mais ils ont menti, une fois encore. Quand on a fait l'autopsie, on a retrouvé du sable dans l'ourlet gauche de son pantalon. Et puis un petit chardon qui était toujours vivace quand on l'a trouvé. Il y avait aussi du sable et de la terre dans ses chaussettes. À en croire les Brigades Rouges, le sable avait été placé là exprès afin d'induire les enquêteurs en erreur. Ils mentent. Écoutez ce que dit le rapport à ce sujet. Les chaussures d'Aldo Moro présentent des traces d'une substance bitumineuse encore fraîche, ce qui signifie que durant les 2 ou 3 semaines qui ont précédé la découverte de son corps, Moro avait certainement dû marcher dans une zone située sur le littoral. La même substance bitumineuse a été retrouvée sur les pneus et sur les garde-boue de la Renault 4. Donc, à en croire ce que vous dites, le président n'a pas été exécuté dans leur cachette de la rue Montalcini, mais en plein centre de Rome, tout au plus à une centaine de mètres de l'endroit où son cadavre a été retrouvé. Ils ont été couverts par les services secrets. Il ne faut surtout pas perdre de vue que les directeurs de tous les services de renseignement étaient affiliés d'une manière ou d'une autre à la loge P2. C'est pour ça qu'on retrouve encore les services secrets le jour où la police découvre rue Pio Foa une imprimerie clandestine. Mario Moretti y avait installé une presse qui a servi pour tous les communiqués concernant l'enlèvement d'Aldo Moro. La police a trouvé sur les lieux une presse modèle ABDIK 360. Son numéro de série 93 95 08 a permis d'établir qu'elle venait des bureaux des services secrets affiliés au ministère de la Défense. La presse appartenait au comité de liaison des forces spéciales de l'armée, qui sert de couverture à des unités spéciales telles que les gladiateurs, un groupe violent qui sert de bras armé à l'organisation appelée Groupe Gladio.
ça va? Excusez-moi d'être en retard. Je suis à la retraite, alors. Bon, venez. Je vais vous accompagner. Je peux te voir? Non, tout à l'heure. Excusez-moi. Je vais vous laisser entre ses mains expertes. Ne vous fiez pas à son âge, c'est elle le cerveau ici. Asseyez-vous, votre honneur. Vous vous appelez? Saracini. Alors, vous avez oublié un mot de passe? Oui, c'est le dossier d'un prévenu. C'est très important. Ah, je ne tiens pas à savoir ce que c'est. Ce qu'il y a sur cette disquette, ça vous regarde. Bon, au boulot. Vous l'avez apportée? Que voulez-vous dire? La disquette. Vous voulez que je vous la donne? Pas de disquette, pas de solution. Attendez une minute. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est s'il est possible d'ouvrir un fichier si je n'ai pas le mot de passe. Ah, bien sûr, oui. Ça peut prendre du temps. Mais bon, tôt ou tard, on finit par y arriver. Excellent. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Apportez-moi la disquette, et je vous la craquerai. Oh non, ne vous inquiétez pas. Votre ami, mon patron, il m'en a parlé. J'ai été prévenue de ce que je devais faire. Alors moi, je vais vous ouvrir la porte, et ensuite, vous vous débrouillerez tout seul. Mon père est sicilien. Bien. Allô? Je peux te rappeler? À tout à l'heure. Vous n'avez pas l'intention de monter jusqu'en haut? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi. Non, je veux dire la date. Le 4 octobre. Nous enquêtons depuis maintenant 1 mois et demi. Pour utiliser une métaphore, quand nous avons commencé, nous étions au niveau du sol. Venez, nous pourrons parler plus librement là-haut. Venez voir. Venez, regardez. Je vous assure que je suis en pleine possession de mes facultés. Enfin, la plupart. Qu'est-ce que vous voyez? La place del Campo. On voit des toits. Nous étions à cette hauteur lorsque nous avons compris que l'enlèvement de la rue Fani n'était pas un enlèvement tout à fait comme les autres. Venez. Et maintenant, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? On commence à avoir une vue d'ensemble de la ville avec le tracé des rues. Eh bien, c'est de cette perspective que nous avons compris que le quartier général de la rue Gradoli n'avait pas livré tous ses secrets. Suivez-moi. Arrêtons-nous ici. Nous sommes presque en haut de la tour. D'ici, on peut voir la ville tout entière. C'est magnifique, regardez. À cette hauteur, qu'avons-nous appris? Que Moretti n'était pas qu'un simple terroriste? Absolument, ma chère. Maintenant, allons au sommet. Bien. Je vous dois des explications. Voilà pourquoi j'ai voulu vous emmener ici. Je ne suis pas allé à Milan, mais à Paris. Pourquoi à Paris? C'est l'antiquaire qui m'y a envoyé. Pour y voir un homme nommé, pour l'instant du moins, Entité. Vous l'avez rencontré? Je n'en sais pas plus sur lui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a prétendu être lié
à un institut français d'enseignement appelé Hyperion. Hyperion? L'école parisienne de langues étrangères? Il m'a expliqué que c'était une couverture pour la CIA. C'en était l'antenne la plus importante en Europe. On l'appelait la compagnie. Sa mission était d'empêcher par tous les moyens le Parti communiste d'accéder au pouvoir en Occident. C'est la compagnie qui couvrait tout. D'après Entité, dans la logique des accords de Yalta, Aldo Moro a proposé un compromis historique impensable. Cette perspective a été refusée catégoriquement. Au printemps 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se réunissent à Yalta pour se répartir leurs zones d'influence respectives. L'Italie est donnée à l'ouest, et c'est à l'ouest que l'Italie doit rester, pour que l'équilibre des pouvoirs ne soit pas menacé. Ce jour-là, à Paris, Entité m'a offert un petit cadeau. Regardez, il s'agit d'un manuel préparé par les services de renseignement de l'armée américaine en 1970. Référence FM 3031B. Top secret. Il détaille avec précision les mesures à prendre pour les pays alliés au cas où les communistes en viendraient à être élus ou dans le cas où une menace militaire communiste se ferait sentir. Tout est là, écrit noir sur blanc. Ça donne aux agents la liste exacte des choses à faire. Les interventions à mener et la façon de les mener, de l'infiltration à la provocation. Quelles actions violentes commettre et quand les commettre. Comme, je cite, l'enlèvement et l'assassinat de dirigeants politiques. Fin de citation. Voilà. Voilà où nous en sommes. De cette hauteur, on voit presque tout. Et je crois qu'on peut en dire autant de cette affaire. Tout est clair à cette hauteur, n'est-ce pas? Vous êtes tombé sur l'affaire du siècle, votre honneur. Mais cela ne nous dit pas où se trouve l'original du compte-rendu. Le reste de l'original, je veux dire. Puisque les 419 pages photocopiées n'en sont qu'une partie, où se trouve le reste? C'est ce que je voulais vous dire. Je sais justement où il se trouve. Je n'ai plus qu'à aller le chercher. Ah, bonjour mes chéris. Allez, viens par là. Ouais. Eh, dis donc, où est ma montre, hein? J'ai perdu. Et ça? Et quand est-ce que tu me la rends, hein? Dimanche. Dimanche? Et Roberta, t'as pas vu ma montre? C'est celle-là, papa, c'est pas la tienne. Je voudrais bien voir l'heure. Tu me la rends quand, hein? Chez le vieux fermier McDonald, I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, y a des tas de vaches, I-A-I-A-O. I-A-I-A-O. Et dans sa ferme, y a un cochon. Et des couac-couac-ci, et des couac-couac-là. Madame, vous ne pouvez pas les suivre. Non, dépêchez-vous. Non. Madame, du calme, je vous en prie. soignant. Attendez là. Laissez-moi les voir. Non, ils vont au bloc opératoire. Attendez ici et calmez-vous. Ils sont entre de bonnes mains. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tu veux que je t'apporte un café?
s'il vous plaît. Si vous voulez les voir, vous pouvez venir. Repris en ton sein un homme bon et courageux, un mari tendre et dévoué, et un père attentionné et aimant. Parfois le Seigneur rappelle à lui les hommes lorsqu'ils dorment du sommeil du juste. Mais comme notre Seigneur Jésus, Francesco nous a quittés dans les cris et la fureur. C'était un accident, votre honneur. Un accident. Tu n'as pas à t'en vouloir. Ombretta a raison. Il n'aurait pas dû faire cette manœuvre. Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Cette fois, je pense qu'il vaut mieux que j'envoie le dossier au bureau du procureur à Rome. Bien sûr, votre honneur. Comme vous voudrez. Tu viens, papa? Je te ramène à la maison. Non, non, tu n'as qu'à y aller. J'ai envie d'être seul un moment. Rentre avec Branco. Ombretta! Allô? Juge Saracini? Oui, J'ai réussi à la craquer. je vous demande pardon. J'ai trouvé le mot de passe. J'ai ouvert le fichier.
Non, monsieur le procureur. Non, je ne mène actuellement aucune... Non, non, croyez-moi. Je ne mène aucune enquête actuellement. Je suis à la retraite. Excusez-moi, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Oui. Je reviendrai dès que possible, votre honneur. Demain? Entendu. Eh bien voilà, il semble que mon voyage soit fini. J'ai été convoqué à Rome et ce n'est pas le genre d'invitation que l'on peut refuser. Bon. De toute façon, vous aviez l'intention de la leur donner, alors. Oui, peut-être. Mon appartement a été mis à sac et la maison aussi. Je n'ai pas le choix, on dirait. Je suis désolé. C'était à prévoir. Je peux faire quelque chose pour vous, votre honneur. Oui, mon très cher et fidèle ami. Vous pouvez me faire une promesse. Je ne crois pas que je vais pouvoir... Chut. Venez! Dépêchez-vous! Montez dans la voiture, vite! Allez, vite! Tout va bien, il est parti. Oh, Seigneur. C'est fini. Tout va bien. Oui, ils sont partis, mais ils reviendront. J'ai bien peur de ne pas être en mesure d'aller récupérer le manuscrit original. Votre honneur, que voulez-vous dire? J'ai besoin que vous me fassiez une promesse, Branco. Oui, votre honneur. Je vais vous donner un numéro. Si, pour une raison ou pour une autre, je ne revenais pas, appelez ce journaliste. C'est un vieil ami. Il est loyal. Vous lui donnerez ceci. Et je veux que vous me promettiez autre chose. Je vous écoute. Prenez soin d'Ombretta. C'est une fille adorable. Je ne suis pas objectif, mais elle est extraordinaire. Bien, votre honneur.
Je dois prendre mon train. Votre honneur. Vous ne m'avez pas donné le mot de passe. C'est place des 5 lunes. Tout en minuscule, en un seul mot sans espace. Place des 5 lunes. C'est la clé du secret d'Aldo Moro. Juge Saracini. Votre honneur. Que voulez-vous? Parfois nous sommes balayés par des événements qui nous dépassent. Je suis navré. Maledetti voi, signori del potere, che muovete la vita di persone coi vostri fili da burattinare.
maledetti voi e i vostri ideali, che destinate a sorte incerta noi poveri mortali, e maledetti poi per aver ucciso la mia vita di bambino che non aspettava altro, signori miei, che parole come non più rivederci, addio a mai. Maledetti voi e maledetti noi. E ancora grazie poi di questo incanto di paese che trema all'orrore di una guerra e si nasconde nelle chiese sempre aperte, tranne quando fuori piove più forte. Maledetti voi che lasciate che vite di bambini siano regalate al vento come tanti palloncini, e non pensate mai, signori miei, ad occhi che ti guardano e ti chiedono: tu da che parte stai? Tu da che parte stai? Spero che sia la mia. È così. Maledetti noi destinati al dolore antico e sempre vivo regalato da voi alle nostre vite. E maledette bombe senza nome che lasciate alla pioggia il compito di pulire nel dovere di capire perché. Quanto ancora voi, signori del potere, dovrete distruggere, noi ricostruire, uccidere, non far risorgere, parlare, non capire. E vi chiedo se anche voi avete un cuore che piange e che ride come il mio, o se di tanto in tanto ci parlate con Dio, quando la notte ascolta il suono dei vostri pensieri più lunghi. E così, maledetti noi destinati al dolore antico e sempre vivo regalato da voi alle nostre vite. E maledette bombe senza nome che lasciate alla pioggia il compito di pulire nel dovere di capire perché. La 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 la.